Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Mariam Kourouma, citoyenne du monde. D'accord. Madame Mariam Kourouma, citoyenne du monde, plus précisément de la Guinée. C'est ça. Et en particulier d'où? Je viens de Beila. Mon père vient de Beila. Beila. Je viens de Beila. Beila, c'est au sud de la Guinée. C'est ça? Je suis très nulle en géographie. Je sais que Beila, c'est en Guinée forestière. N'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas, sud, est, ouest. Non, je ne sais jamais. c'est au sud de la Guinée. D'accord. Je suis allé à Beila, j'étais à Beila il y a cela 3 semaines. Waouh, ok. Je ne ferai pas de commentaires sur ça. D'accord. Alors dites-moi, Beila, pourquoi Beila, la ville, le nom porte Beila? Pourquoi Beila? Oui, vous avez une idée? Non, mais là, ça me pousse à chercher parce que je pense que c'est important de savoir ça. Beila- Peut-être qu'il y a une signification. Beila a combien de kilomètres de Conakry? Hey. Next. On passe à la prochaine question. C'était quand pour la dernière fois que vous avez quitté Beila? On passe à la prochaine question. Je demande un joker. Je connais malheureusement pas Beila, mais j'adorerais aller voir, visiter cette ville. Est-ce que vous savez qu'à Beila, il y a des difficultés? Les communautés de Beila ont des soucis. Je n'en doute pas. Et j'imagine très bien, vu comment c'est enclavé et loin de la capitale, par expérience, je sais que plus nous sommes loin de la capitale, plus l'accès est loin, plus les difficultés sont encore plus ancrées. Donc j'imagine que ouais. D'accord. Alors, madame, ce matin, nous allons aborder un peu un sujet, c'est la problématique de l'eau. Et bientôt, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Ah, ok. Et cette année 2020, le thème porte sur le climat, les rapports entre le changement climatique et la gestion et la gouvernance de l'eau. En tant que citoyenne, en tant que Guinéenne, on voudrait savoir quel regard portez-vous sur la desserte en eau potable dans votre pays depuis ces 10 dernières années? Ben, écoutez, depuis ces 10 dernières années, le regard que j'ai sur la desserte en eau, pour être objective et sincère, c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans un milieu où nous avons accès à l'eau. On ne se pose pas forcément la question parce que le matin quand on vient, on ouvre le robinet, il y a l'eau qui est là 24 heures. Mais quand je vois dans la journée des jeunes, des femmes, des vieilles qui se promènent avec des bidons d'eau parce qu'ils n'ont pas accès à ce que nous avons chez nous. Quand je vois qu'aujourd'hui, dans des villes, ou même dans des maisons, ou même à Conakry, que l'eau vient un jour sur 2, voire pas du tout, ou une fois par semaine, je me dis, malgré les efforts qui ont pu être faits dans ce sens-là, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que nous savons tous que l'eau, c'est vital. L'eau, c'est la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré que ce pays soit le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, il y a une réelle pénurie en eau potable. Donc ces 10 dernières années, je ne peux pas parler d'évolution positive. Je ne peux pas, si je veux être objective et sincère, je ne parlerai pas d'évolution positive. Je dirais plutôt que j'espère que les prochaines années, j'espère que les prochaines personnes qui viendront, j'espère que les personnes qui prennent les décisions à certains niveaux à ce moment-là vont mettre tout en œuvre pour que ce qui existe aujourd'hui n'existe pas dans quelques années. Oui, mais madame, nous voyons quand vous dites que au niveau de la gouvernance de l'eau, il y a, malgré les efforts du gouvernement, il reste encore beaucoup à faire. Mais je suis en Guinée depuis pratiquement 10 ans et il est rare de voir les ménages réclamer ce droit. Même l'association de consommateurs qu'on a en Guinée peine à assumer les responsabilités. Nous avons une agence qui assure la desserte en eau potable. Mais rarement on voit dans les quartiers des personnes réclamer ce droit fondamental. Est-ce que vous pensez que pour la population même, l'eau constitue-t-elle une priorité? Bien sûr, je pense que l'eau constitue une priorité pour les populations, mais malheureusement aujourd'hui, par manque d'éducation, ces gens-là justement qui sont une grande majeure partie de la population, ils ne savent pas qu'ils peuvent aller voir l'association des consommateurs par exemple. D'accord? Le Guinéen aujourd'hui, on est
on se suffit, on se suffit, c'est pas le terme, on prend ce qu'on a, on accepte. Dans la tête de tous les Guinéens, l'eau, c'est tour-tour. Donc on ne peut pas voir au-delà. C'est normal pour nous les Guinéens de prendre un bidon, de prendre des bidons qui sont des fois insalubres, d'aller faire la queue, de puiser de l'eau et de venir. C'est devenu normal, c'est une normalité chez nous. On prend un étranger qui vient, qui voit ça, lui qui n'est pas habitué à ça, c'est pas normal. Moi je pense que c'est une question de mœurs, c'est une question d'éducation et c'est une question de mentalité. L'eau est vitale, mais on se contente de ce qu'on a aujourd'hui. Ben oui, mais le gouvernement a fourni des efforts, il faut le reconnaître, avec la mise en place des bonnes fontaines. Et avant le début de cette enquête, nous avons visité une trentaine de bonnes fontaines, mais on se rend compte que malgré la bonne volonté du gouvernement de mettre ça à la disposition des ménages, il est rare de voir aujourd'hui l'une de ces bonnes fontaines qui répond aux normes hygiéniques, parce que l'alentour c'est sale, les gens n'y prennent pas soin. Et moi je me dis qu'en réalité, les responsabilités sont partagées, parce que, Bien sûr. voilà, selon vous, quelle est la part de responsabilité des citoyens? Parce que vous voyez, quand vous prenez des quartiers comme la cimenterie, vous prenez des quartiers comme, voilà, disons, Ketaya, c'est des zones où il y a eu une urbanisation galopante, voilà, l'anarchie totale. On a l'impression que les populations sont en avance sur l'État, et ce qui fait qu'il n'y a pas de lotissement, et au final, les services d'approvisionnement en eau potable n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et quel est le rôle de ces... je vous pose la question, moi déjà je n'étais pas au courant de ce que vous venez de me dire, que le gouvernement a mis des bornes fontaines. Bien sûr, il y a des bonnes fontaines. Dans les quartiers. Là où... Et comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est la SEC qui vient mettre de l'eau, c'est la population. Comment ça fonctionne? C'est quoi le concept de ces bornes? Le concept, à mon avis, c'est des bonnes fontaines installées voilà, pour l'atteinte des eaux de D6. Alors la SEC vient voilà, mettre de l'eau et c'est payé, je crois, le bidon à 1000 francs par la population. Et c'est la population même qui assure la gestion de ces unités voilà, de stations d'eau. Sauf que malheureusement, aux alentours, il n'y a aucune hygiène. Justement, mais là, du coup, ce n'est pas un problème d'eau, on rentre dans un autre cas, c'est un problème d'hygiène. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut éduquer la population. Il faut leur montrer que quand on vous installe des bornes fontaines, il faut faire attention, il faut nettoyer, il faut laver les cuves. Si c'est des cuves qu'il y a là, il faut les nettoyer parce que c'est plein de microbes. À la longue, on pense boire de l'eau potable, mais on se retrouve à ingurgiter des milliers et des milliers de microbes. Moi, je pense justement qu'on doit éduquer la population et, comme je dis, les responsabilités sont partagées. D'accord? Nous devons nous éduquer pour pouvoir avoir un comportement adéquat par rapport à ces situations-là. C'est bien que vous ayez touché la partie de l'hygiène. Alors, aujourd'hui, on sait qu'en Guinée, le respect des règles d'hygiène, c'est un combat, c'est un travail titanesque. Mais alors que pendant l'épidémie d'Ebola et après l'épidémie, les bonnes pratiques ont été enseignées, ont été diffusées. Mais comment se fait-il qu'après 2 ou 3 années, le Guinéen soit encore retombé dans le même panneau? Le lavage des mains n'existe plus au niveau des écoles, au niveau des centres de santé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais en 2-3 ans, vous parlez de 2-3 ans. Bien sûr. Oui. On parle de personnes qui ont peut-être 30 ans de vie, 50 ans de vie, 60 ans de vie. On en est 2 ans dans ces âges que je viens de citer. Ça fait peut-être 28 ans qu'une personne ne sait pas qu'il faut se laver les mains. D'accord? C'est quand Ebola effectivement est venu dans ce pays que beaucoup de gens ont su, tiens, il faut qu'on se lave les mains. Moi, je pense qu'il faut qu'on éduque. Et ça commence à l'école. D'accord? C'est de partir dans les écoles, d'éduquer dès la maternelle, d'apprendre. Ça doit même faire partie en fait du programme éducatif. Oui, mais je ne vous coupe pas, sauf que les parents d'élèves déposent les enfants juste à l'entrée de l'établissement, ne savent même pas dans quelles conditions hygiéniques étudient les enfants, les femmes qui viennent vendre pendant la récréation de tout ce qui est alimentaire, les parents ne se rendent pas compte. Mais comment voulez-vous que l'hygiène puisse être respectée si, pour moi, est-ce que les parents, par ailleurs, n'ont pas démissionné? Ce n'est pas la responsabilité des parents de vérifier l'hygiène dans les écoles. Ah, bien sûr. C'est la responsabilité de partagée. ceux qui tiennent l'école. Quand moi, je dépose mon enfant à l'école,
je responsabilise le directeur de l'école. Qu'est-ce qui prouve que D'accord. le directeur lui-même il respecte les règles d'hygiène? Justement, c'est là qu'il faut taper. Vous comprenez? C'est là, en fait, les responsabilités sont tellement partagées. Moi, quand je dépose mon enfant à l'école, je m'attends à ce que le directeur, disons de 8h à 16h, quand l'enfant est à l'école, il n'est plus sous la responsabilité de ses parents, mais sous la responsabilité de l'école. Mais vous êtes conscient qu'arrivé à l'école, il n'y a aucun kit de lavage de mains. Mais il faut instaurer, il faut éduquer, il faut mettre des kits de lavage de mains, Et il les faut parents- vulgariser les choses. Et Rares il sont faut- des parents qui viennent rencontrer la direction pour tirer la sonnette d'alarme. C'est peut-être pas aux parents de faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Les parents, quand ils déposent leur enfant à l'école, c'est vrai que moi, personnellement, si je vois qu'une école est sale, je vais venir voir le directeur, lui dire fais quelque chose. Mais c'est pas tous les parents qui pensent comme ça. C'est à nous, peut-être, aux entreprises comme la vôtre, peut-être, d'aller vers ces écoles-là, de les éduquer. C'est peut-être aux professeurs d'avoir cette mentalité-là. En fait, je pense qu'il faut instaurer cela à bas âge. Si on veut que les mentalités changent, si on veut que les gens apprennent qu'il faut se laver les mains avant de manger, s'il faut qu'on sache que moi, ça me choque quand je conduis ma voiture, je vois quelqu'un, une grande personne, baisser sa vitre et jeter une canette. Vous pensez que si cette personne-là, quand il était à l'école, on lui a appris qu'il ne faut pas jeter la canette, mais attendre d'avoir une poubelle pour le faire, vous pensez qu'il l'aurait fait? Non. Nous ne sommes pas éduqués dans ce sens-là. Donc il faut éduquer. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas très satisfaite de l'approvisionnement en eau potable, malgré les efforts du gouvernement. Attaquons un peu la qualité du minimum ou du maximum qui est donné. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la qualité de l'eau fournie par la SEG? Personnellement, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas experte. Je ne peux pas savoir si l'eau elle est bonne ou pas. J'ouvre le robinet, je me lave. Vous comprenez ce que je veux dire en cuisine? Vous buvez quand même? Non. Pourquoi? Parce que C'est une question d'habitude. Sincèrement, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je bois l'eau du robinet ou pas. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est une question d'habitude. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'eau, mais j'ai toujours bu de l'eau en bouteille. vous n'êtes pas écolo, c'est ça? On arrête. Comment ça? Enfin, je ne me pose pas la question. L'eau, c'est toujours venu dans des bouteilles. Oui, mais est-ce que vous savez que pour fabriquer une bouteille d'eau, une bouteille d'1 litre, il vous faut au moins 3 litres à 5 litres d'eau? Ben, c'est quoi l'autre alternative? Vous avez dit que l'eau de la SEG, vous ne pouvez pas prononcer, c'est que forcément. Je ne sais pas. Faites confiance. Non, c'est pas une question de confiance. Parce que même si je suis dans un autre pays, je sais pas. Je parle toujours d'éducation, de mentalité. Depuis toute petite, je bois pas le robinet, je bois. Vous comprenez? Donc je pense qu'en fait, je pourrais pas répondre. D'accord. L'eau de la SEG, sincèrement, mais j'aurais appris que nous avons une des meilleures eaux de robinet. D'accord. Vrai ou faux, je ne sais pas. Et l'autre côté, c'est que vous faites partie de la classe moyenne ou la grande classe. Et vous dites que vous consommez de l'eau en pack. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une prolifération d'unités de production d'eau dans le pays. Oui. Et par rapport à ça, quel regard vous portez là-dessus? Par contre, ça, il faut qu'on régule. S'il faut régulariser. C'est quoi le Réguler, terme voilà, c'est ça. Ça, par contre, parce que il y a tellement de marques d'eau dans ce pays qu'il faudrait à un moment qu'on dise stop. Qu'il y ait des eaux. Déjà, je ne sais pas comment ça se passe. Si on se réveille le matin, on prend des sachets, on met de l'eau, on ferme et puis on vend. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un regard, vraiment strict sur ça et interdire toutes ces unités de production d'eau qui ne sont pas accréditées. Il y a une association des consommateurs qui voit tout ça, mais chacun son rôle. Il devrait justement, alors, cette association-là... Vous avez un message à apporter à cette association? Oui, si c'est vraiment... moi, je dirais à cette association de consommateurs comment on dit ça, de protéger les consommateurs, parce que c'est leur rôle principal, et d'aller vers ces gens. Des fois, c'est pas forcément la force qui va changer les choses. Comme je le dis, c'est l'éducation, la sensibilisation. Donc, c'est d'aller vers ces gens, c'est de communiquer, dire à la population ou aux consommateurs, voici les types d'eau qui sont reconnus buvables. Voilà. Ça fait partie des petites choses qui vont faire que nous,
consommateurs, nous soyons au courant de ça. Voilà. Le côté toujours en ce qui concerne la desserte à l'eau, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a, à défaut d'avoir de l'eau du robinet, les populations ont trouvé une alternative, c'est les forages. Il y a beaucoup de forages à Conakry. Cela ne vous inquiète pas, la prolifération des forages dans la capitale, si on sait que Conakry est une presqu'île? La prolifération des forages dans la capitale, Ouais. c'est quelque chose de négatif? Bah oui, vous savez, on conseille toujours de consommer de l'eau de surface, mais vu que nous sommes sur une presqu'île, si tout le monde fore, bah forcément à un moment donné, la terre va s'affaisser. Ah oui? Mais bien ça, je sûr. ne savais pas. Vous ne saviez pas? Je ne savais pas. D'accord. Non, c'est vrai, si c'est dangereux, ben, les personnes qui doivent décider à ce moment-là devraient prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes face à cet écran. Vous conviendrez avec moi que les femmes en zone rurale, en zone urbaine, même périurbaine, ce sont elles qui payent le lourd fardeau de la corvée de l'eau. Ces femmes souffrent énormément. Elles utilisent pratiquement 4 heures de leur temps tous les jours pour la recherche de l'eau. Je voulais lancer un message aux dirigeants, un message au monde entier en ce qui concerne l'amélioration de la desserte à l'eau. Je voulais plaider en faveur de ces femmes, plaider en faveur de la population. Vous avez un message à lancer? Bien sûr. Enfin, moi, je dirais tout simplement de ne pas les oublier. D'arrêter maintenant de les oublier. Parce que ces femmes-là, quand je pense qu'une femme, comme vous venez de nous le dire, marche 4 heures pour aller chercher de l'eau. Vous vous rendez compte, 4 heures dans une journée, juste pour aller chercher de l'eau, revenir, cuisiner. On sait tous comment ça se passe dans ces milieux-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on les oublie. C'est ça le plus important. Quand on n'oublie pas quelque chose, quand on n'oublie pas une personne, on prendra les dispositions relatives à l'amélioration des conditions de ces femmes. Donc, ne les oublions pas. Donc, le message, c'est d'accompagner. De ne pas les oublier, de les accompagner, de trouver En des faisant solutions quoi? alternatives. En faisant quoi? En faisant quoi quand vous dites ne pas les oublier? C'est en leur donnant de l'eau. Je ne suis pas, c'est en leur donnant de l'eau. Allez leur donner de l'eau. Faites des forages, même si monsieur, vous me dites que ça, c'est pas très bien, mais si c'est une alternative. Faites des forages dans ces villages-là. Mais je sais pas moi, creusez, mettez des robinets, mettez des points d'eau. Comme ça, hein, je ne suis pas spécialiste. Sur 10 km, chaque 1 km, mettez un point d'eau alors. Oui, mais... Ou chaque 500. Il y a tellement de solutions. Oui, mais on est d'accord. Sauf que ça devient pratiquement un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, quand vous prenez des zones qui ne sont pas loties, on conseille aux populations de ne pas habiter des zones non loties, mais ils ne comprennent rien. Et au final, ils s'installent dans des zones. Il y a une urbanisation anarchique dans la zone. Et la population augmente, la démographie augmente. Et au final, l'État a du mal à couvrir cette zone avec des moyens de bord pour soit apporter dans notre temps ou même avec l'électricité. Vous prenez des zones aujourd'hui vers Koya, vers Dubreka, quand vous prenez la zone de Bambeto. Mais justement, la zone de Bambeto. Il n'y a pas d'eau là-bas. Voilà. Un jour, ça vient chaque mardi et samedi. C'est bien de demander à l'État. 2 fois dans la semaine. C'est bien pour nous, c'est bien de demander à l'État de jouer son rôle régalien pour assurer ce droit minimum à la population. Mais à un moment donné, c'est aussi important de donner un conseil à la population d'accepter de ne pas aller habiter dans des endroits comme ça. De jouer sa partition. Non, Mais ce n'est pas si d'aller habiter dans un endroit comme ça, choix. mais c'est d'accepter d'habiter dans des endroits lotis. Et s'ils n'ont pas le choix en fait. On a toujours. Mais d'accord. Quelle solution? C'est moi qui pose la question. Non, mais moi je vais poser ma question aussi parce que là, c'est quoi la solution dans ce cas? D'accord? Parce que là, si vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait que les gens arrêtent d'habiter dans des endroits non lotis. Je ne suis pas professionnelle encore, comme je vous le dis, mais la logique voudrait que si on leur dit de ne pas habiter dans un endroit X, ben qu'on leur propose l'endroit Y où ils devraient venir habiter. Voilà, d'accord? donc... Ça, c'est déjà une solution. Peut-être qu'en leur faisant cette proposition-là, ils vont venir, mais on ne peut pas dire à une personne n'habite pas à X si on n'apporte pas de solution. Là, on est d'accord. Moi, je pars du principe, et que ce soit au boulot ou dans la vie, je dis toujours aux gens, ne me posez pas des problèmes, apportez-moi des solutions. Donc on ne peut pas aller voir ces gens-là en leur disant n'habitez pas ici, c'est pas bien, mais ne rien leur proposer. Ils vont aller habiter là-bas, ils vont marcher 4 heures pour aller chercher de l'eau, mais ils préfèrent avoir un toit que ne pas en avoir. Donc au final, tout ce qui est habitation, tout ce qui est tout retombe sur le dos de l'État. Je ne dis pas ça.
Je dis juste que ce soit l'État, que ce soit nous les particuliers, que Et ce les soit les partenaires. entreprises, que ce soit les Il partenaires, faut apporter des il solutions. faut apporter des solutions. Ne posons pas que des problèmes, apportons des solutions. D'accord. C'est tout. Et une autre question un peu. Nous sommes le combien aujourd'hui, madame? Le 21 mars. Non, non, on est le combien aujourd'hui? Pourquoi je sors la date du le 11 mars? Je sais pas, pardon. Le 11 mars. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple, hein? Pourquoi j'ai dit le 21 mars? Ah, je sais pourquoi. Parce que je suis en train de... Ouais, je sais. Nous sommes le 11 Le mars. 11 mars, ouais. 2000 combien? 2020. 2020. Ouais. Vous avez dit que vous êtes de Beila. C'est ça. C'est ça. Vous êtes Mariam Kourouma. Mariam Kourouma. Vous connaissez un peu l'histoire des Kourouma? Des Fakoli? Oui. Un petit. Bon, non, à part que les Fakoli ont une grande case. Je me souviens de mon père en son âme, c'est ce qu'il nous disait. À part que, je pense qu'il disait qu'on a une grande case à Beila et chaque... Non, mais ça, c'est pas l'histoire des Fakoli. Ça, j'étais en train de dire que quand un Fakoli naît, il faut qu'il rentre dans cette case-là, on le lave ou je sais pas quoi avant de sortir. Mais non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas l'histoire. Madame, Je raconte une anecdote. En mais tant c'est que pas journaliste, je vous conseille de faire un tour à Beila. Allez, merci beaucoup Défi pour l'interview. accepté. Merci beaucoup pour l'interview. Je vous en prie. Merci.